Bien le bonsoir. Dans l'actualité de ce 31 janvier 2020, la tyrannie des bailleurs. Le coût du loyer se corse en dépit de la loi. Depuis quelques mois, les locataires sont contraints justement de multiplier par 4 le montant mensuel de leur loyer respectif pour pouvoir emménager. Le Sénégal, l'un des pays les plus stables de la sous-région, seul hic la persistance de nombreuses disparités sociales. Constat du rapport 2017 du mécanisme africain d'évaluation par les pairs, le MAEP note par ailleurs des progrès dans la gouvernance et le respect des droits de l'homme. Le Sénégal, à la 45e édition des Césars du cinéma, le film Atlantique de la sénégalo-française Mati Diop enregistre 3 nominations, respectivement dans les catégories meilleur premier film, meilleur espoir féminin et meilleure musique. L'invité du vendredi, Dr Ousmane Gueye, il est le directeur du service national de l'éducation et de l'information pour la santé. Il est par ailleurs également membre du comité national de gestion des épidémies. Nous parlerons ce soir des dispositions en place ou en perspective pour faire face à la menace très redoutée du coronavirus. Dans un instant, le développement. Louer une maison, un appartement ou une simple chambre devient un cauchemar au Sénégal. De plus en plus, des bailleurs réclament 4 mois d'avance avant de livrer les clés. Comme si cela ne suffisait pas. Le non-respect justement de la loi sur la baisse du prix du loyer. Beaucoup imposent leur propre loi. Qui plus est, certains propriétaires prendraient même la liberté de fermer la porte au nez à des Sénégalais et préfèrent louer plutôt à des étrangers qui ont aussi leur croix à porter. Barroso, Mam Abdou Gaye Kassé. Les 4 mois d'avance de loyer réclamés par les bailleurs ulcèrent les locataires. Ce responsable de communication dans une université de la zone B fait savoir que certains bailleurs ne font qu'exploiter les locataires. Les bailleurs se permettent de faire, je ne dirais pas du n'importe quoi, mais ils abusent quand même des clients. Pas plus tard qu'avant-hier, j'étais en train de chercher une maison pour un ami. Et malheureusement, j'ai contacté un courtier qui m'a envoyé un message en me disant que voilà, la maison, c'est 140 000 francs et on te demande de payer 4 mois. Et ces 4 mois sont répartis comme suit. 1 mois de loyer, 1 mois d'avance, 1 mois de commission pour le bailleur et 1 mois de commission pour le courtier. Donc c'est abusé. Il dénonce également le fait que des bailleurs refusent systématiquement de louer leur habitat à des Sénégalais. Il y a des bailleurs qui refusent de louer les maisons aux Sénégalais. Vous imaginez cela, on est au Sénégal. Cette maison a été construite par des Sénégalais. Le matériel, tout ce qui suit a été géré par les Sénégalais. Et au final, le bailleur qui se permet de dire que je ne vais pas louer cette maison à des compatriotes sénégalais. On est où là en ce moment? Ce monsieur est un ressortissant gabonais. Il est au Sénégal depuis 3 ans. Il souffre du coût exorbitant du loyer. Pour une chambre, le bailleur lui a réclamé 4 mois de loyer. Il est ulcéré de ce qu'il qualifie aussi de harcèlement. Quand moi je suis rentré, on m'a demandé 4 mois avant de rentrer dans l'appartement. Je trouve que c'est vraiment abusé pour les étudiants. Nous souffrons des prix des loyers au Sénégal. C'est inacceptable pour un étudiant de payer une petite chambre à 80 000 francs. Est-ce que c'est normal pour un bailleur de venir cogner à la porte de son locataire? On n'est même pas encore arrivé au 5. Ces locataires fustigent la hausse unilatérale du loyer décrétée par certains bailleurs. Ils assimilent cette pratique à de la escroquerie. Ils invitent l'État à veiller à ce que la loi sur la baisse du loyer soit scrupuleusement respectée par les bailleurs. Autre casse-tête pour les pères de famille au Sénégal, les prix des denrées de première nécessité. La hausse fait tache d'huile sur de nombreux produits de base, au marché Tilène notamment. Consommateurs et vendeurs se plaignent. Ils subissent la situation. Ce reportage est signé Mafalfal et Kessendour. Le riz, l'incontournable de la cuisine sénégalaise. Seulement, depuis quelque temps, s'approvisionner est devenu de plus en plus difficile pour les ménages. Non par pénurie, mais plutôt pour une question de coût. Les prix ne cessent d'augmenter. Ça fait mal.
c'est cher. La vie et le travail sont devenus de plus en plus durs. Auparavant, un produit que tu payais 1000 francs, aujourd'hui on te demande 4000 ou 5000. Nous les mamans, nous sommes fatiguées. Les prix sont devenus trop chers. Sur ce point, le gouvernement doit nous aider. Il faut que les prix baissent parce que moi je gère un restaurant et si je dois augmenter les prix, je ne verrai plus mes clients. Une situation qui impacte l'assiette des familles, mais aussi les affaires des vendeurs. Si les prix du riz, mais également de l'huile, du lait et des oignons ont augmenté, c'est avant tout parce que les commerçants eux-mêmes subissent l'inflation. Pas beaucoup de différence là. 18 500 avant, maintenant c'est 19 500. Au niveau des ports, les taxes sont augmentées. Et en plus, le denrée d'huile, il n'y a pas d'arachide. L'arachide est manqué, quoi. Si ça sert, les clients préfèrent d'acheter petit à petit au lieu d'acheter beaucoup, quoi. Aujourd'hui, clients comme vendeurs en appellent à l'arbitrage du gouvernement pour un meilleur encadrement du secteur. Si les prix continuent de flamber, de nombreux foyers pourraient voir leur sécurité alimentaire menacée. Ignorant que ce mouvement porté sur les fonds baptismaux contre la hausse du coût de l'électricité était une énième fois dans les rues de Dakar, ses membres ont manifesté pour démontrer qu'ils n'envisagent pas de faire machine arrière, mais également pour exiger l'élargissement de leur camarade Guy Marius Sagna. Écoutons quelques réactions. En fait, cette marche, comme vous le savez tous, c'est pour revendiquer deux questions. La première, c'est la baisse du prix de l'électricité. L'autre question, c'est la libération de notre frère Guy Marius Sagna. On a été séquestrés. Nous étions au départ au nombre de 9 personnes. Ils nous ont libérés le 20 décembre et lui, il est jusqu'à présent en prison. Voilà, on était vraiment dans des conditions déplorables, il faut oser le dire, parce que jusqu'à présent, si on te dit que Guy Marius Sagna est au niveau du camp pénal, or au niveau du camp pénal, ce sont des gens qui sont déjà condamnés qui sont là-bas. Guy Marius Sagna, on la met sous haute surveillance. Là où on met les terroristes, Guy Marius Sagna, ce n'est pas un terroriste. On doit oser le dire. Guy Marius est un digne fils de ce pays, un patriote qui défendait les intérêts nationaux, les intérêts de tous les Sénégalais. Ce n'est pas simplement la lutte de Nyolang, c'est la lutte du peuple pauvre, des familles pauvres, des familles faibles. Nous sommes ici aussi pour réclamer, pour exiger la libération de Guy Marius Sagna. L'acte qui nous a libérés et qui a maintenu Guy Marius Sagna en prison est un acte illégal, un acte arbitraire, un acte dangereux qui peut diviser le pays. Et depuis quelques jours, l'État distille l'idée selon laquelle Guy Marius Sagna est un terroriste. Les vrais terroristes sont ceux-là qui nous gouvernent. Les vrais terroristes, c'est eux qui utilisent la force contre le peuple. Les vrais terroristes, c'est eux qui ont maintenu Guy Marius Sagna en prison. Mais Guy Marius Sagna n'est pas un terroriste. Guy Marius Sagna est un patriote et aujourd'hui le symbole de la résistance de la jeunesse africaine. Le rapport du mécanisme africain d'évaluation par les pairs, rapport 2017, livre une appréciation mi-figue, mi-raisin pour le Sénégal. Malgré les disparités sociales, des progrès sont relevés dans la gouvernance et le respect des droits de l'homme. Le rapport recommande par ailleurs davantage d'efforts au plan économique, secteur encore à la traîne selon le document. Séléman Diallo et Moustapha Gabar Diop. Le Sénégal est l'un des pays les plus stables de la sous-région selon le rapport 2017 du mécanisme africain d'évaluation par les pairs, le MAEP. Mais de nombreuses disparités sociales persistent. Des défis que le Sénégal doit relever dans les années à venir. Il y a un défi à réformer la gouvernance politique et économique pour qu'elle reflète davantage les réalités du XXIe siècle. Il y a un défi à établir des échanges internationaux plus équitables et des partenariats mutuellement bénéfiques qui protègent à la fois les intérêts de l'investisseur et les droits du pays d'accueil. Il y a un défi à faire payer l'impôt là où l'activité crée de la richesse et du profit. Il y a un défi à lutter de façon plus efficace contre la corruption, l'évasion fiscale, le blanchiment d'argent et les flux financiers illicites. Malgré les progrès dans la gouvernance et dans les droits de l'homme, le Sénégal reste encore à la traîne dans le secteur économique. Mais comme vous l'aurez remarqué, le Sénégal est résolument engagé
Nous avons pris les devants en mettant en œuvre la plupart des recommandations issues du rapport d'évaluation du Sénégal, et ces efforts seront poursuivis, puisque les questions posées sont des questions justes dans notre société. La question de l'emploi des jeunes, c'est un défi global. La question de la formation professionnelle, puisque c'est d'elle dont dépend l'employabilité des jeunes, mais aussi la question de la démographie, les problématiques de protection des enfants et des femmes, et tout ce qui a été dit en matière économique, bien sûr, j'en fais mon équation ainsi que l'équation du gouvernement. La présentation de ce rapport est la première étape du processus d'évaluation de la gouvernance au Sénégal. Un rapport annuel rendra compte du suivi de la mise en œuvre du plan d'action national. L'Union nationale pour la promotion de l'agriculture durable s'attaque aux difficultés des femmes, des difficultés liées surtout à l'accès à la terre. La mairie de Wakhinane Nimzatt à Guédiawaye s'engage à ses côtés pour apporter des réponses à la problématique. Mamadou Lamine Fati. L'Union nationale pour la promotion de l'agriculture durable tend la perche aux femmes du département de Guédiawaye. Un premier pas pour les aider à faire face aux difficultés liées à l'accès à la terre. Il y a un peu d'espace au niveau du littoral de Guédiawaye. On va discuter avec nos maires pour en disposer, nous permettant de faire de l'agriculture. Et tous ces produits, nous les transformons. Donc si nous disposons de ces terres, cela nous aiderait. Le président national de l'UNAPAD revient sur les difficultés de la chaîne de valeur et plaide pour l'accès des femmes à la terre. Donc ce système a des problèmes, parce que depuis les cultures, les semis, la production record, la transformation, la commercialisation et le consommé local. Cette chaîne de valeur a des problèmes. Sur ce, l'UNAPAD a fait des diagnostics sur ces différents problèmes que nous allons prendre en charge pour qu'on essaie de régler cette situation-là. Il faut qu'on les organise en chaîne de valeur, en coopérative d'entreprise, pour qu'eux-mêmes qu'ils puissent vraiment avoir de l'avantage dans ces secteurs qu'elles entreprennent. Le représentant du maire de Wakhinane Nimzatt s'assure que toutes les mesures seront prises pour accompagner les femmes. Vous savez que la commune de Wakhinane Nimzatt est une commune de défi, une commune proche de ses populations. C'est la raison pour laquelle à chaque fois que nous sommes sollicités, nous répondons présents. Nous avons entendu les femmes et je sais que mon conseil municipal et mon maire Racine Talla les accompagneront à coup sûr. Parce que notre préoccupation, c'est le développement de notre commune, l'épanouissement des populations. Et cet épanouissement ne peut passer que par des organisations de cette nature. Et nous sommes prêts à les accompagner dans la mesure où c'est des femmes conscientes. L'agriculture durable, les femmes de Guédiawaye veulent relever le défi. Toutes ensemble, elles y croient. Mendicité et maltraitance des enfants, la RADDHO souligne l'urgence de l'adoption du Code de l'enfant et du projet de loi portant statut des Daara. C'était à l'occasion de l'installation du comité communal de la protection de l'enfant de Grand Yoff. La coordonnatrice des programmes enfants de la rencontre africaine des droits de l'homme y voit un début de solution. La voici au micro de Sohibou Dia et Barsow. En ce qui concerne l'éradication de la mendicité, nous disons qu'il y a des priorités aujourd'hui qui interpellent l'État au plus haut niveau et nous profitons de cette opportunité pour rappeler l'engagement de l'État à adopter le projet de Code de l'enfant initié depuis 2002, mais également le projet de loi portant statut du Daara qui a été initié depuis 2010 et qui a été inscrit dans un processus inclusif et participatif avec des consultations qui ont regroupé l'ensemble des acteurs, notamment les familles religieuses, les associations de maîtres coraniques, la société civile, les ministères concernés par
cette problématique. Et aujourd'hui, il urge quand même d'introduire ce projet de loi au niveau de l'Assemblée nationale pour son adoption et puis après passer à la mise en œuvre effective de toutes les dispositions qui sont prévues dans ce projet de loi et qui définit les procédures d'ouverture et de gestion des écoles coraniques au Sénégal. Et je pense que si on arrive à accélérer cette procédure d'adoption de ce projet de loi portant statut du Dara, il y aura un grand pas qui aura été fait par l'État du Sénégal. Et nous pensons que les dispositions nécessaires, en tout cas, seront prises par les autorités compétentes pour qu'on s'achemine très rapidement vers le vote de ce projet de loi. Machine arrière dans cette édition pour un retour au marché de Tilène en espérant que vous avez fait le plein de provisions. En effet, le marché ferme ses portes ce week-end. Les autorités municipales et les délégués se sont donné la main, ce pour répondre à l'appel du chef de l'État. Tilène intègre donc le Cleaning Day dès demain. Mafal Fall et Mortala Anne. Sénégal zéro déchet, Cleaning Day. Le marché Tilène se lance avec plusieurs opérations pour répondre à l'appel du président de la République. Cette nouvelle aussi est venue à l'heure où on parle de Cleaning Day, chaque samedi de chaque premier mois. Donc c'est une chose que nous attendons depuis longtemps. Parce qu'à chaque fois le marché, nous réclamons le nettoyage du marché. Du côté des bijoutiers où nous sommes, nous on a fait un effort. Mais le nettoyage, ça concerne de plus à l'intérieur du marché. Le délégué du marché affirme que l'information est bien passée. On a convoqué une réunion et on a appelé tout le monde. Peut-être, comme vous le savez, les commerçants, rester une journée, 2 jours sans travailler, c'est ça qui leur dérange et ils disent qu'ils ne sont pas été convoqués ou bien ils ne le concernent pas. Je pense bien que c'est ça qu'ils déplorent, le fait de fermer le demain. Mais ça vaut le coup. À l'image de ce commerçant, la démarche devrait être naturelle. Nous avons bien fait ce qui est de notre devoir. Tous les commerçants sont au courant. Nous n'attendons personne pour le nettoyage. Même si certains disent qu'ils ne sont pas au courant, le compte à rebours est lancé. Le marché sera fermé pour nettoyage les 1er et 2 février. Université Cheikh Anta Diop de Dakar, des séances de prière au campus social pour la mémoire de Balla Gaye. Balla Gaye, cet étudiant tué lors d'une manifestation et dont les circonstances de la mort ne sont toujours pas élucidées. Je vous rappelle, il y a de cela 19 ans. Voici le porte-parole des étudiants du nom de Babacar Thiam. Il est au micro de Abdoulaye Diallo et Seleman Diallo. Triste comme chaque année, le 31 janvier est un jour où tous les étudiants de l'université Anta Diop ou bien tous les étudiants du Sénégal vont se réunir en tout cas pour formuler des prières à l'endroit de notre camarade Balla Gaye qui a été tué ici à l'université Anta Diop à la suite des émeutes liées à des problèmes spécifiques à la bourse. Comme vous l'avez constaté, je pense que le problème des bourses est là depuis plus de 20 ans. Donc ce qui pousse le plus souvent les étudiants à sortir dans les rues ou bien à revendiquer. Et je pense que l'État du Sénégal doit prendre en sérieux cette question-là. Parce qu'on a payé les bourses depuis le mois de décembre. Et jusqu'à présent, il y a des étudiants qui n'ont toujours pas encore reçu leur bourse. Et cette bonne nouvelle pour le cinéma sénégalais. 3 nominations au César pour le film Atlantique de Mati Diop, la sénégalo-française, précisément dans les catégories meilleur premier film, meilleur espoir féminin et meilleure musique. Le producteur Oumar Sall de Cinécap revient ici sur l'originalité de ce film qui a remporté, je le rappelle, le grand prix du jury lors du dernier festival de Cannes. Écoutez-le. C'est encore une excellente chose. Donc, c'est un film qui, après les Oscars, continue à faire son bonhomme de chemin. Comme on dit, aujourd'hui, nous sommes nominés 3 fois au César. Donc, meilleur film, meilleur acteur, meilleure musique. Donc, c'est une excellente chose. Ça montre également que ce film, encore une fois, a du potentiel. Et je pense marque son époque un peu partout dans le monde entier où le film passe. Nous sommes très très contents. C'est encore une fois pour moi une distinction
du cinéma sénégalais. C'est encore une fois une performance de la culture et du travail que nous abattons à partir de Cinécap avec toutes les équipes au niveau du Sénégal. Et j'en profite pour féliciter la réalisatrice Mati Diop et toutes les équipes qui ont travaillé autour du film et remercier aussi ceux qui nous ont aidés pour que ce film puisse exister. C'est l'État du Sénégal avec le FOPICA et la Côte d'Ivoire qui nous ont aidés, en tout cas à l'existence de ce film. Et la fête du cinéma se poursuit sur ITV ce soir avec le film TGV du réalisateur Moussa Touré. Ce sera à 21h30 sur cette antenne. Avant, bien entendu, ou après plutôt, la diffusion du deuxième épisode de votre série Jigéen, prévue à 21h. Le coronavirus, le tueur en série apparu en Chine en fin décembre dernier. La maladie a déjà fait au moins 200 victimes et infecté au moins 6000 personnes. Plusieurs autres pays sont touchés, au moins une quinzaine. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, a décrété l'urgence mondiale. Au Sénégal, comme partout d'ailleurs, les autorités prennent les devants. Pour nous en parler ce soir, nous accueillons le directeur du service national de l'éducation et de l'information pour la santé. Il est par ailleurs membre du comité national de gestion des épidémies, Dr Ousmane Gueye. Bonsoir. Bonsoir, M. Diarra. Alors, docteur, tous concernés, après donc que l'OMS a décrété l'urgence internationale, mais le Sénégal était déjà dans l'anticipation, n'est-ce pas? Bien sûr, merci M. Diarra de cette invitation et je salue au passage les téléspectateurs de ITV. Et vous dire effectivement, comme vous l'avez dit, le Sénégal n'a pas attendu la déclaration de l'urgence de santé publique à potentiel international. Le Sénégal s'est réuni avant cela et a mis en place un certain nombre de dispositifs pour effectivement permettre aux Sénégalais de vivre en harmonie, mais également de leur permettre de se prémunir de cette maladie. Alors nous en parlerons tout à l'heure, mais d'abord, que sait-on de cet agent? Vous savez, c'est un virus, effectivement, qui fait partie de la famille des coronaviridés. Et comme vous le savez, il peut atteindre et l'homme et l'animal. C'est pourquoi on dit que c'est des maladies zoonotiques. Mais il faut savoir que ce virus peut atteindre l'homme et donner une affection bénigne sous forme de rhume et ça passe. Mais également, le virus peut atteindre l'homme et en ce moment installer une certaine maladie et qui peut évoluer vers des complications et voire mortelles. Et c'est pourquoi c'est un virus qui est, je dirais pas dangereux, mais qui a une virulence que nous connaissons effectivement. Voilà, donc il faut savoir que depuis 2002 exactement, nous avons eu un coronavirus au niveau de la Chine et qui s'est manifesté par le syndrome respiratoire aigu sévère, le SRAS, le fameux SRAS, qui a fait énormément de victimes également. En 2012, un autre coronavirus est apparu, mais au Moyen-Orient, en Arabie Saoudite. On parle de syndrome du Moyen-Orient. Parce qu'il y a eu une mutation. C'est ça. En fait, vous savez, les virus, le plus souvent, c'est ça. C'est une mutation. Voilà, il s'adapte au traitement qui attaque. Donc, c'est ça. Donc, maintenant, c'est en 2019, précisément au mois de décembre, comme vous l'avez dit, on a retrouvé ce nouveau virus, toujours en Chine, plus précisément à Wuhan. Dans un marché de fruits de mer, on a retrouvé ce virus et qui se manifeste par un certain nombre de symptomatologies telles que la fièvre, la toux, peut-être qu'on va y revenir. Très bien. Donc c'est ça. Et comme vous l'avez dit, depuis plusieurs semaines, le Sénégal est vraiment en ordre et travaille beaucoup dans les mesures préventives, mais également dans les mesures de prise en charge. Justement, le président de la République a annoncé un certain nombre de mesures. La tutelle a pris les dispositions pour les mettre en branle, mais sur le terrain, comment est-ce que ces mesures-là se traduisent-elles? Voilà, sur le terrain, il faut savoir qu'il faut noter qu'il y a une campagne de sensibilisation, des campagnes d'affichage, des campagnes de sensibilisation, vraiment également la disponibilité du numéro vert du ministère de la Santé et de l'Action sociale, le 800 00 50 50, qui est gratuit, et les téléopérateurs ont été orientés. Mais au-delà de Dakar, c'est les régions. Les médecins chefs de région aujourd'hui tous disposent de fiches techniques, mais également connaissent la manifestation de cette maladie et ils sont en train d'orienter
personnel. Et à ce niveau également, la sensibilisation est en train de se faire. Est-ce que cela veut dire que dorénavant, il ne faut même plus négliger un simple rhume? Non, il ne faut pas négliger un simple rhume, même si ce n'est pas le coronavirus. Il faut aller consulter. De toute manière. Il faut aller consulter. Mais ce qui est sûr, ce qu'on peut dire aujourd'hui, au Sénégal, il n'y a pas de cas. Il n'y a pas du tout de cas, c'est 0 cas au Sénégal. Voilà, mais sachez que le ministère de la Santé, en collaboration avec le ministère de l'Élevage et les autres sectoriels et la haute autorité, via le secrétariat permanent, est réuni autour d'un comité national de gestion des épidémies. C'est ce comité qui définit effectivement les stratégies et au niveau opérationnel, les gens se mettent en œuvre cela. Pas de cas au Sénégal, fort heureusement, mais faut-il craindre justement de ne pas être à même de vaincre l'épidémie si par malheur nous étions touchés? Autrement dit, la prévention est-elle aujourd'hui notre seul salut? Non, du tout. Est-ce qu'on a les moyens matériels de faire face si jamais on est touché? Effectivement, nous avons les moyens. Peut-être qu'on peut dire que les moyens ne suffisent jamais, mais quand même, je pense que le pays est doté, surtout au niveau sanitaire, et donné d'un certain nombre de dispositifs qui permettent aujourd'hui de prendre en charge s'il y a d'éventuels cas. Ce qu'il y a lieu de noter, aujourd'hui, on n'a pas de cas, on est dans la mesure, on est dans la prévention, mais également, il faut savoir qu'on a mis en place les unités de prise en charge. C'est pourquoi aujourd'hui, l'hôpital de Fann est désigné. Et les mises en quarantaine. Voilà, des isolements s'il y a un cas avéré. Mais également, je voulais citer les hôpitaux qui sont dédiés aujourd'hui à Dakar pour la prise en charge des éventuels cas, si ça existe. Il s'agit de l'hôpital OGIP ex-CTO, il s'agit de l'hôpital de Fann, il s'agit de l'hôpital de Principal, il s'agit de l'hôpital de Dantec. C'est des hôpitaux aujourd'hui qui ont un dispositif pouvant permettre de prendre en charge ces cas. Mais aussi, le ministère de la Santé travaille avec l'Institut Pasteur, qui aujourd'hui dispose de produits appelés de tests moléculaires, qui sont très spécifiques, qui aujourd'hui, avec un prélèvement, peuvent vous dire effectivement il s'agit de coronavirus ou pas. Alors, je vous demandais tantôt la traduction sur le terrain des mesures annoncées par les autorités. Alors, est-ce qu'au niveau frontalier, par exemple, il y a des dispositifs qui sont installés? Est-ce que ce test est appliqué aux étrangers qui viennent nous voir, ou aux Sénégalais qui rentrent d'ailleurs? Voilà, en fait, je voulais vous dire que nous avons défini ce qu'on appelle les points d'entrée prioritaires. Il s'agit de l'aéroport, il s'agit effectivement de certaines zones frontalières, il s'agit du port. Vous avez vu récemment, le ministre de la Santé et de l'Action sociale a eu à faire une visite au niveau de l'AIBD, Aéroport international Blaise, pour voir le dispositif mis en place. Cela signifie qu'effectivement, aujourd'hui, tout voyageur, c'est-à-dire toute personne qui entre au Sénégal via l'aéroport est thermoflashée. C'est-à-dire qu'on a des caméras thermiques qui sont là-bas, qui permettent de détecter si la personne est fébrile ou pas. Parce qu'au Sénégal, on ne demande pas de carnet de santé, comme dans certains pays de la sous-région, par exemple. Non, si, on demande. Peut-être qu'à un certain moment, il y avait un certain relâchement, mais je pense que ça a redémarré. Effectivement, aujourd'hui, on a commencé effectivement à exiger ces carnets de santé. Et ce que j'ai dit, c'est dispositif au niveau de l'aéroport, mais également au niveau du port. Les gens se sont organisés en mettant en place un dispositif pour tous les navires qui viennent en collaboration avec la Marine nationale, tous les navires qui accostent, qu'on puisse vraiment voir s'il y a des gens qui sont suspects d'avoir ce syndrome ou pas. Voilà. Et également au niveau frontalier, il faut savoir que les médecins chefs de région qui sont du côté de Kaolack, qui sont à Ziguinchor, ainsi de suite, sont en train de travailler avec les villes frontalières, les autres pays, pour avoir le même dispositif. Je pense que c'est ça qui est important. Vous le savez très bien. Si le Sénégal met un dispositif en place et la Gambie ne fait pas de même, ça revient à zéro. Donc il faudrait qu'il y ait cette synergie d'action, cette synergie qu'on travaille ensemble. Alors, la question est transversale, vous l'avez dit, parce que le virus peut passer également par l'animal et contaminer l'homme. Aujourd'hui, quelles sont les précautions que devraient prendre les éleveurs, par exemple? Voilà, ce qu'on leur demande, c'est pas uniquement les éleveurs, mais c'est tous les Sénégalais, de ne pas entrer en contact avec les animaux sauvages. Ça, c'est un. Avec les animaux sauvages. Ça, c'est un. Les animaux domestiques, personne ne le dit de ne pas être en contact avec eux, mais quand même qu'on ait vraiment cette vigilance. Un mouton qui est là ou une volaille qui est là ou autre chose,
si effectivement il commence à développer un certain nombre de symptomatologies qui n'étaient pas habituelles, vraiment de l'isoler et de faire appel au service de l'élevage. Je pense que si ces mesures sont respectées, vraiment les gens peuvent pas dormir sur le laurier, mais ils peuvent être tranquilles. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu du degré, le degré de vulnérabilité de l'oiseau, puisqu'on parle de transmission? Quel est son degré de vulnérabilité au virus? Mais en fait, parce que là, c'est un peu délicat. Oui, c'est un peu délicat. Mais en fait, jusqu'à aujourd'hui, on ne peut pas vous dire que c'est tel oiseau ou tel autre. C'est ça. On dit que c'est une maladie zoonotique. Voilà. Ça peut être un oiseau, ça peut être autre chose. Voilà. Mais vous savez, les animaux peuvent héberger un virus sans pour autant développer une symptomatologie. Tout à fait. Il suffit que l'homme approche cet animal ou bien prend la viande non cuite pour avoir cette maladie. C'est la raison pour laquelle dans les mesures préventives, on dit de bien cuire la viande et les œufs avant de les consommer. Voilà. Quels sont les points phares justement de ces mesures au niveau pratique, à la maison? À la maison, on demande aux Sénégalais, à toute personne vivant ici au Sénégal, d'avoir l'habitude de se laver les mains avant de manger ou bien en sortant des toilettes, mais de temps à autre quand même. D'avoir l'habitude de se laver les mains avec le savon, même si vous n'avez pas... C'est ce qui devrait être de toute manière ça doit être une pratique quotidienne habituelle de toute personne. Même si vous n'avez pas de solution hydroalcoolique, le savon ordinaire suffit très largement. Je pense que ça c'est important. Mais également, on demande aux Sénégalais d'utiliser le mouchoir. Le mouchoir pour se moucher. Et de ne pas le jeter n'importe où, de le mettre dans une poubelle. Ça également, c'est des mesures qu'on doit pouvoir respecter. À défaut, s'il faut tousser ou éternuer, et vous n'avez pas de mouchoir, je peux vous dire que le coude comme ça, et là en ce moment, vous n'êtes pas à mesure de contaminer les autres. Donc ça, c'est des mesures que les Sénégalais, tous les jours, doivent pouvoir... Ça doit être des habitudes. Merci beaucoup. Voilà. Merci docteur, merci pour ces éclairages. Docteur Ousmane Gueye est le directeur du service national de l'éducation et de l'information pour la santé, par ailleurs, membre du comité national de gestion des épidémies. Il venait nous parler donc des mesures prises par les autorités sénégalaises, des mesures préventives contre le coronavirus. Restez sur ITV, vous retrouvez Kenou Askanui, l'antenne aux téléspectateurs avec Soleil Diakhoumpa à 20h30 tout à l'heure. Et tout de suite, vous aurez IR avec Sophie Abba. Et puis juste après, le professeur El Hadj Songué Diouf avec El Hadj Oumar Foutiou Tall qui nous inspire ce soir. Et puis 21h, deuxième épisode de votre série Jigéen. Et puis à 21h30 TGV, film réalisé par Moussa Touré. Concert de Adiouza au Grand Théâtre à 23h en fin de soirée. Excellente soirée, à demain. Vous retrouvez Adama Anouchkaba le reste du week-end. Au revoir.